Vous n'êtes pas censé être en voyage avec mon mari cette semaine, demandai-je, ma tasse de café figée à mi-chemin de mes lèvres. L'homme qui se tenait devant moi au café sourit, et quelque chose dans ce sourire me noua l'estomac. Il était indéniablement beau, le genre de beauté que l'on remarque même dans une pièce bondée, cheveux bruns, mâchoire carrée et des yeux qui semblaient voir clair à travers le masque de politesse que l'on portait. Je l'avais rencontré 2 fois auparavant lors d'événements d'entreprise, toujours aux côtés de mon mari, toujours en coup de vent. Il s'appelait Julien et travaillait dans le même service que mon mari chez Groupe Travala, une société d'immobilier commercial dans le quartier d'affaires de la Pardieu à Lyon. Il loge chez sa secrétaire depuis des jours, dit Julien, sa voix basse mais claire. Je pensais que vous saviez. Le bruit du café sembla s'estomper. Le sifflement de la machine à expresso, le bavardage des autres clients, la musique douce diffusée au plafond, tout cela devint lointain, comme si j'étais sous l'eau. Je m'appelle Zoé et j'ai 31 ans. J'étais marié à Bastien depuis 5 ans. Et à ce moment-là, debout dans un café un mardi matin quelconque d'avril, mon monde entier bascula. Je suis désolé, dit Julien, et il en avait vraiment l'air. J'ai supposé, quand vous avez posé la question sur le voyage, que vous étiez déjà au courant. Tout le monde au bureau le sait. Tout le monde au bureau le sait. Les mots résonnèrent dans ma tête comme une blague cruelle. Je m'étais arrêté dans ce café parce qu'il était proche du pressing où j'avais récupéré les costumes de Bastien. Ces costumes, que j'avais soigneusement sélectionnés pour son prétendu voyage d'affaires à Paris, ce voyage qui, apparemment, n'existait pas, sa secrétaire, répétai-je, ma voix semblant étrange à mes propres oreilles. Vous voulez dire Patricia? Julien hocha lentement la tête. Je suis vraiment désolé. Je pensais que vous saviez. À la façon dont il parle parfois, on aurait dit que vous aviez un arrangement ou quelque chose comme ça. Un arrangement? Comme si j'avais accepté de laisser mon mari coucher avec une autre femme pendant que j'étais assise à la maison à organiser soigneusement son itinéraire de voyage et à faire sa valise. Comme si j'avais souri et lui avais fait signe de la main pour des voyages d'affaires fabriqués de toutes pièces tout en sachant exactement où il allait. Je finis par poser ma tasse de café sur la petite table à côté de moi car mes mains avaient commencé à trembler. La housse du pressing avec les costumes de Bastien pendait à mon bras comme la preuve de ma propre bêtise. J'avais été une si bonne épouse. J'avais été attentionnée, solidaire, compréhensive. Lorsqu'il travaillait tard, je lui apportais le dîner au bureau. Lorsqu'il semblait stressé, je lui laissais de l'espace. Lorsqu'il disait qu'il devait voyager pour le travail, je l'aidais à faire ses bagages. Depuis combien de temps, demandai-je, pas sûr de vouloir la réponse. Julien hésita, et cette hésitation me dit tout. Ce n'était pas un développement récent. Ce n'était pas une erreur unique. Au moins 1 an, finit-il par dire, peut-être plus. Je n'ai été transféré dans le service qu'il y a 8 mois, et c'était déjà le cas à ce moment-là. 1 an, peut-être plus. Je pensais à l'année passée de ma vie. Le dîner d'anniversaire où Bastien semblait distrait. Le Noël où il m'avait offert une carte cadeau générique au lieu de quelque chose de réfléchi. Les innombrables nuits où il rentrait tard, sentant un parfum différent que je m'étais convaincu n'être que le désodorisant du bureau. J'ai besoin de m'asseoir, dis-je, et Julien me guida immédiatement vers une chaise proche, sa main douce sur mon coude. Il s'assit en face de moi, son expression mêlant inquiétude et regret. Je suis désolé d'être celui qui vous l'annonce. Je pensais sincèrement que vous saviez. La façon dont il en parle au travail, avec tant de désinvolture, comme s'il n'y avait rien à cacher. L'humiliation brûlait plus fort que la trahison. Non seulement mon mari me trompait, mais il avait été si effronté à ce sujet que ses collègues supposaient que j'étais complice. Il me regardait probablement lors de ces événements d'entreprise en pensant que j'étais pathétique, ou pire, en pensant que je m'en fichais tout simplement. « Puis-je vous apporter de l'eau » demanda Julien. Je secouai la tête. Ce dont j'avais besoin n'était pas de l'eau. Ce dont j'avais besoin, c'était de rembobiner les 5 dernières années et de voir tous les signes que j'avais clairement manqués. Ce dont j'avais besoin, c'était de comprendre comment j'avais fini ici, dans un café, apprenant la liaison de mon mari par un homme que je connaissais à peine. La vérité était que j'avais vu les signes. J'avais simplement choisi de ne pas les voir. Bastien et moi nous étions rencontrés il y a 7 ans lors d'un événement de réseautage pour jeunes professionnels à Lyon. Il était charmant, ambitieux, et il me donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant de nous marier, et je pensais avoir trouvé la bonne personne. Je pensais avoir trouvé l'homme avec qui je passerais le reste de ma vie.
Je travaillais comme graphiste pour une petite agence de marketing, et bien que ma carrière fût épanouissante, c'était celle de Bastien qui occupait toujours le devant de la scène. Il gravissait les échelons chez Groupe Travala, et je le soutenais à chaque étape. J'assistais à ses réceptions professionnelles, j'étais aimable avec ses collègues et je ne me plaignais jamais lorsque son travail exigeait de plus en plus de son temps. Avec le recul, je pourrais retracer le début de sa distance à environ 2 ans de mariage. Les soirées tardives sont devenues plus fréquentes. Les voyages d'affaires se sont multipliés. Son téléphone est devenu un objet qu'il gardait jalousement, toujours face contre table, toujours en mode silencieux. Quand je posais des questions à ce sujet, il m'accusait d'être paranoïaque. Et je le croyais. Je le croyais parce que le croire était plus facile que d'affronter l'alternative. « Voulez-vous en parler ?» demanda Julien, me ramenant au présent. Je le regardais. Je le regardais vraiment pour la première fois. Il avait probablement mon âge, peut-être 1 an ou 2 de plus. Il y avait quelque chose d'authentique dans son expression, quelque chose qui me disait qu'il n'appréciait pas ce moment. Il ne m'avait pas cherché pour m'annoncer cette nouvelle. Il m'avait simplement croisé dans un café, posé une question innocente et accidentellement détruit ma vie entière. Je ne sais même pas par où commencer, avouai-je. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, dit-il. Je me sens juste terriblement mal d'être celui qui vous le dit. Je n'ose imaginer ce que vous traversez en ce moment. Ce que je traversais était un étrange mélange de choc, de colère et, curieusement, de soulagement. Soulagement parce que maintenant j'avais un nom pour le malaise qui vivait dans ma poitrine depuis des années. Soulagement parce que je n'étais plus folle de sentir que quelque chose n'allait pas. Soulagement parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait mieux que le brouillard de suspicion et de déni dans lequel je vivais. Sa secrétaire, dis-je encore, riant presque du cliché de la situation. Patricia travaille pour lui depuis 3 ans. Elle est venue dîner chez nous une fois. Elle a complimenté ma cuisine. Julien grimaça. C'est dur. Elle s'est assise à ma table à manger et m'a dit combien Bastien avait de la chance d'avoir une épouse aussi solidaire. L'absurdité de la chose me frappa, et je laissai échapper un rire amer. Je l'ai remercié. Je l'ai vraiment remercié pour le compliment. Julien resta silencieux un instant. Que allez-vous faire ? C'était la question, n'est-ce pas ? Que allais-je faire ? Une partie de moi voulait conduire jusqu'à chez Patricia tout de suite et les confronter. Une partie de moi voulait rentrer à la maison, faire mes valises et disparaître. Une partie de moi voulait faire semblant que cette conversation n'avait jamais eu lieu et continuer à vivre dans une heureuse ignorance. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Écoutez, dit Julien en se penchant légèrement en avant. Je sais que c'est complètement inapproprié vu les circonstances, mais vous ne devriez pas être seul en ce moment. Oubliez-le un instant. Que diriez-vous de dîner avec moi ce soir ? Pas comme un rencard, ajouta-t-il rapidement, voyant mon expression. Juste comme quelqu'un qui peut écouter, quelqu'un qui n'a pas d'intérêt dans cette affaire. Vous n'avez probablement personne au travail à qui parler de ça, et vos amis et votre famille pourraient ne pas être objectifs. C'était une invitation étrange, et dans des circonstances normales, j'aurais décliné. Mais ce n'était pas des circonstances normales. En l'espace de 10 minutes, j'avais appris que mon mari était un menteur, que mon mariage était une imposture et que tout le monde à son bureau en savait plus sur ma vie que moi. Pourquoi feriez-vous ça ? Demandai-je. Pourquoi voudriez-vous passer votre soirée à écouter une inconnue pleurer sur son mari infidèle ? Julien haussa les épaules. Parce que je l'ai regardé parader dans le bureau pendant des mois, se vantant de sa vie de famille parfaite alors que tout le monde savait qu'il mentait. Parce que j'ai vu Patricia sourire en coin chaque fois que quelqu'un mentionnait votre nom. Parce que je pense que vous méritez de connaître la vérité. Et je pense que vous méritez mieux que ce qu'on vous a donné. Ces mots étaient directs, sans pitié ni condescendance. Ils ne m'offraient pas de sympathie. Ils m'offraient quelque chose dont je n'avais pas réalisé avoir besoin jusqu'à ce moment-là, l'honnêteté. D'accord, m'entendis-je dire. Dîner. Il me fit un petit sourire et sortit son téléphone. Donnez-moi votre numéro. Je vous enverrai les détails plus tard. Rien de chic, juste un endroit calme où l'on peut parler. En récitant mon numéro, je me demandais si je faisais une erreur. J'étais là, venant tout juste de découvrir l'infidélité de mon mari, en train de prévoir un dîner avec son collègue. Mais quelque chose chez Julien semblait différent. Il était la première personne depuis longtemps à m'avoir dit la vérité sans essayer de m'en protéger.
Je rentrais chez moi dans un état second, le nettoyage à sec de Bastien toujours accroché sur la banquette arrière comme une moquerie de mon dévouement. Notre maison était un modeste 3 chambres dans un quartier calme, le genre de maison que nous avions choisi ensemble parce que nous pensions la remplir d'enfants un jour. Ce rêve s'était estompé au fil des années alors que Bastien se concentrait davantage sur sa carrière et que je me concentrais davantage sur le soutien de sa carrière. Maintenant, je me demandais si cela avait jamais été un vrai rêve, ou juste un autre mensonge qu'il racontait pour me garder docile. À l'intérieur, je m'assis sur le canapé et fixai le mur pendant un long moment. La maison était silencieuse, douloureusement silencieuse. Bastien était parti pour son prétendu voyage d'affaires il y a 3 jours. Il m'avait embrassé sur le front, m'avait dit qu'il m'aimait et avait franchi la porte avec une valise que je l'avais aidé à faire. Tout ce temps, il savait exactement où il allait et avec qui il allait être. Je sortis mon téléphone et fis défiler nos récents SMS. Ces messages étaient brefs, purement formels, bien arrivés, en réunion toute la journée, tu me manques. Chacun était un mensonge emballé dans le quotidien ordinaire de la communication conjugale. J'avais répondu à chaque message avec chaleur et affection, lui disant que je l'aimais, lui demandant comment s'était passée sa journée, complètement inconsciente du fait qu'il n'était pas à Paris mais à 15 minutes de là, chez une autre femme. La colère commença alors à monter, lentement d'abord. Puis avec une intensité croissante, je pensais à toutes les fois où j'avais défendu Bastien devant ma mère, qui avait toujours pensé qu'il était trop charmeur, trop lisse. Je pensais à ma meilleure amie, Chloé, qui avait gentiment suggéré que l'emploi du temps de Bastien semblait excessif. Je pensais à mes propres instincts, que j'avais réduits au silence encore et encore parce que je voulais tellement croire en la vie que j'avais construite. Mon téléphone vibra avec un message de Julien. Il y a un petit restaurant italien sur la rue Mercière appelé l'Étincelle. 19h, je ferai une réservation. Je fixai le message un long moment avant de répondre. J'y serai. Les heures jusqu'au dîner passèrent étrangement, le temps s'étirant et se contractant de manière imprévisible. J'essayais de travailler, mais le projet de design que je devais terminer semblait impossiblement trivial. J'essayais de manger, mais l'idée de nourriture me donnait la nausée. J'essayais d'appeler Chloé, mais je mis fin à l'appel avant qu'il ne se connecte parce que je n'étais pas prête à dire les mots à voix haute à quelqu'un qui m'aimait. À 18h30, je me changeai pour une robe noire simple. Non pas parce que j'essayais d'être belle, mais parce que m'habiller me donnait quelque chose à faire. Je me regardai dans le miroir et reconnus à peine la femme qui me regardait. Elle paraissait plus vieille que 31 ans. Elle avait l'air fatiguée. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait été lentement érodé par des années de petites trahisons, chacune si mineure en soi qu'elle n'avait pas remarqué les dégâts cumulés. L'Étincelle était un restaurant calme avec un éclairage chaleureux et des murs en briques apparentes. Julien était déjà là quand j'arrivai, assis à une table d'angle avec un verre d'eau devant lui. Il se leva quand il me vit, tirant ma chaise comme si nous étions à un vrai rendez-vous plutôt qu'à une étrange intervention. « Merci d'être venu, dit-il alors que je m'asseyais. Je n'étais pas sûr que vous viendriez. J'ai failli ne pas venir, avouai-je. Toute cette journée a semblé surréaliste. » Il hocha la tête avec compréhension. « Je peux imaginer. Ou en fait, je ne peux probablement pas. Je n'ai jamais été dans votre position. » Un serveur passa et je commandai un verre de vin tandis que Julien commandait de l'eau pétillante. Quand nous fûmes de nouveau seuls, il croisa les mains sur la table et me regarda avec ses yeux perspicaces. « Je dois vous dire quelque chose, dit-il. Je voulais vous contacter depuis des mois. Chaque fois que Bastien se vantait de votre dévouement ou du fait que vous n'aviez aucune idée. Cela me rendait malade, mais je ne savais pas comment vous aborder sans que ce soit complètement inapproprié. Donc, me croiser au café était pratique, dis-je. Plutôt le destin qui a décidé de me forcer la main. » Il marqua une pause. « Je sais comment cela sonne. Je n'essaie pas d'être mélodramatique. C'est juste que j'ai regardé la situation se dérouler pendant 8 mois, sachant qu'il y avait une femme qui méritait de connaître la vérité et me sentant impuissant à faire quoi que ce soit. Je pris une gorgée de vin quand il arriva, laissant la chaleur se répandre dans ma poitrine. « Dites-moi tout, dis-je. J'ai besoin de tout savoir. » L'expression de Julien devint sérieuse. « Êtes-vous sûr ? Certaines choses sont dures à entendre. J'ai passé des années à ne pas savoir des choses que tout le monde savait apparemment. J'ai fini d'être protégé de la vérité. » Il prit une profonde inspiration et commença à parler. Il me raconta la façon dont Bastien et Patricia se comportaient au bureau, cachant à peine leur relation.
Il me parla des blagues privées, des touchés persistants, de la façon dont ils partaient ensemble presque tous les soirs. Il me raconta une retraite d'entreprise il y a 6 mois où ils avaient partagé une chambre et comment Bastien avait ri quand quelqu'un avait demandé de mes nouvelles, disant que ce que je ne savais pas ne pouvait pas me faire de mal. Chaque révélation était un coup de poignard. Mais je ne lui demandais pas d'arrêter. J'avais besoin de l'entendre. J'avais besoin de comprendre toute l'ampleur de la trahison pour que, lorsque je confronterai enfin Bastien, je ne vacille pas. Je ne le laisserai pas me manipuler pour me faire croire que je réagissais de manière excessive. Il y a encore une chose, dit Julien, sa voix baissant d'un ton. Et c'est la partie qui m'a vraiment donné envie de vous prévenir. Je me préparais. Quoi? Patricia est enceinte. Elle l'a dit au bureau la semaine dernière. Elle garde le silence pour l'instant, mais ça va finir par se savoir. Il fit une pause, observant mon visage. Je suis désolé. Je sais que c'est beaucoup à encaisser. Je posai mon verre de vin très soigneusement car mes mains tremblaient à nouveau. Enceinte. La maîtresse de Bastien était enceinte. L'homme qui avait passé 3 ans à me dire qu'il n'était pas prêt pour des enfants avait mis une autre femme enceinte. Zoé. La voix de Julien semblait venir de très loin. Ça va? Je n'allais pas bien. Mais d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, je sentis une étrange clarté descendre sur moi. C'était ça. C'était la vérité dont j'avais besoin. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Aucune possibilité de réconciliation. Aucun moyen de prétendre que cela pouvait être réparé. Mon mari ne m'avait pas seulement trahi. Il avait construit une vie entièrement séparée, une vie qui était sur le point de s'agrandir d'une manière qui rendait ma présence dans sa vie complètement obsolète. J'ai besoin de savoir une dernière chose, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. Pourquoi vous en souciez? Vous me connaissez à peine. Pourquoi tout cela avait-il de l'importance pour vous? Julien resta silencieux un moment. Parce qu'il y a 3 ans, j'ai découvert que ma fiancée me trompait et personne ne me l'a dit. Tout le monde savait et personne n'a dit un mot. J'ai dû le découvrir en les surprenant. Il croisa mon regard. J'ai juré que je ne laisserais jamais quelqu'un d'autre subir ce genre de coup bas si je pouvais l'aider. Vous méritez de l'apprendre de quelqu'un qui vous le dirait doucement, pas en les prenant sur le fait. À ce moment-là, assise en face de cet homme qui venait de me remettre le cadeau le plus douloureux de ma vie, je réalisais quelque chose. Il ne me disait pas seulement la vérité parce qu'il se sentait moralement obligé. Il me le disait parce qu'il comprenait à un niveau profondément personnel ce que signifiait être le dernier à savoir. Et cette compréhension faisait de lui la seule personne au monde avec qui je voulais être à cet instant. Le dîner avec Julien dura 3 heures. La nourriture était excellente, bien que je l'aie à peine goûtée. Nous avons parlé de tout et de rien. De ses fiançailles passées, de mon mariage, des circonstances étranges qui nous avaient réunis dans ce café. Au moment où nous avons quitté le restaurant, j'avais l'impression de le connaître depuis des années plutôt que depuis quelques heures. Merci, dis-je alors qu'il m'accompagnait à ma voiture. Pour me l'avoir dit, pour le dîner, pour ne pas m'avoir traité comme si j'étais fragile. Vous n'êtes pas fragile, dit-il. Les gens fragiles ne restent pas assis pendant 3 heures de vérité douloureuse pour en ressortir avec leur sang-froid intact. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Je voulais le croire. Debout là, sur le parking, avec l'air frais d'avril sur ma peau et le poids de mon mariage brisé pesant sur moi, je voulais désespérément croire que j'étais assez forte pour gérer ce qui allait suivre. Que allez-vous faire? Demanda-t-il. Je ne sais pas encore. Une partie de moi veut le confronter à la seconde où il franchira la porte. Une partie de moi veut être partie avant qu'il ne revienne. Julien hocha la tête. Quoi que vous décidiez, assurez-vous que c'est pour vous, pas pour lui. Pas pour marquer un point, mais parce que c'est ce dont vous avez besoin. Je rentrai chez moi en silence, retournant ces mots dans mon esprit. Quand je fus de retour à la maison, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait en 5 ans de mariage. J'ai fouillé dans les affaires de Bastien. Son bureau, sa commode, son côté du placard. J'ai trouvé des relevés de cartes de crédit pour des restaurants où je n'étais jamais allé. J'ai trouvé des reçus pour des bijoux que je n'avais jamais reçus. J'ai trouvé un 2e téléphone caché dans la poche d'une vieille veste. L'écran fissuré et la batterie à plat. J'ai branché le téléphone et j'ai attendu. Quand il s'est finalement allumé, l'écran de verrouillage était une photo de Bastien et Patricia. Ils souriaient à la caméra, bras dessus bras dessous,
ressemblant à n'importe quel couple heureux. La date indiquait qu'elle avait été prise il y a 8 mois. Il y a 8 mois, j'avais organisé une fête d'anniversaire surprise pour Bastien. J'avais invité tous ses amis et collègues. Patricia était là, debout dans mon salon, mangeant le gâteau que j'avais préparé tout en entretenant une liaison avec mon mari qui était apparemment de notoriété publique pour tout le monde sauf moi. J'ai fait défiler les messages du téléphone avec une fascination morbide. Les textos entre Bastien et Patricia étaient explicites d'une manière qui me retourna l'estomac. Mais pire que le contenu sexuel, il y avait le contenu émotionnel. Les messages « je t'aime ». Les discussions sur leur avenir. Les plaintes à mon sujet, comme quoi j'étais ennuyeuse, prévisible, trop domestique, pour quelqu'un d'aussi ambitieux que Bastien. Un message attira mon attention. Daté d'il y a 3 semaines. Patricia avait écrit « Quand vas-tu lui dire ? Je ne peux pas attendre éternellement. Le bébé change tout. » La réponse de Bastien, après la conclusion de l'affaire Henderson. J'ai besoin de cette prime. Une fois l'argent en sécurité, je demanderai le divorce et nous pourrons commencer notre vie ensemble. L'affaire Henderson. Je connaissais cette affaire. Bastien en parlait depuis des mois. Comment cela allait être la plus grosse commission de sa carrière? Comment cela changerait tout pour nous? Pour nous. Quelle blague. J'ai continué à faire défiler. Il y avait des photos, tellement de photos de leur vie ensemble. Des dîners dans des restaurants chers. Des escapades le week-end dans des endroits où Bastien m'avait dit être en voyage d'affaires. Une photo de Patricia portant un collier que je réalisais maintenant être le même que celui dont j'avais trouvé le reçu dans son bureau. Je m'assis sur le sol de notre chambre, entouré des preuves de la trahison de mon mari, et je pleurais. Pas des larmes délicates, mais des sanglots profonds et déchirants qui venaient de quelque part de primal. Je pleurais pour les années que j'avais gâchées. Je pleurais pour les enfants que je pensais que nous aurions. Je pleurais pour la femme que j'étais devenue, une femme si désespérée de maintenir l'illusion d'un mariage heureux qu'elle avait ignoré chaque signe avant-coureur. Quand les larmes s'arrêtèrent enfin, quelque chose avait changé en moi. Le chagrin était toujours là, mais en dessous se trouvait quelque chose de plus dur, quelque chose qui ressemblait à de la détermination. Bastien devait rentrer de son voyage d'affaires dans 2 jours. J'avais 2 jours pour décider quel genre de femme je voulais être. La femme qui le confronte et exige des réponses, ou la femme qui rassemble tranquillement ses preuves et planifie sa sortie. J'ai choisi la deuxième option. J'ai passé les 48 heures suivantes à tout documenter. J'ai photographié le contenu du téléphone avant que la batterie ne meure à nouveau. J'ai fait des copies des relevés de cartes de crédit et des reçus. J'ai contacté une avocate spécialisée en divorce nommée Victoire, qui m'avait été chaudement recommandée par un collègue au travail. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire à mon nom seul et j'ai discrètement transféré la moitié de nos économies communes dessus, chose que Victoire m'avait dit être légalement en droit de faire. Julien m'a envoyé 2 SMS pendant ces 2 jours juste pour prendre des nouvelles. J'ai apprécié sa retenue. Il n'a pas insisté pour avoir des informations ni offert de conseils non sollicités. Il m'a simplement fait savoir qu'il était là si j'avais besoin de parler. Le soir où Bastien devait rentrer, j'ai préparé le dîner. J'ai mis la table avec notre belle vaisselle. J'ai ouvert une bouteille de vin. Pour quiconque regardant la scène, cela aurait ressemblé à une épouse dévouée accueillant son mari de retour d'un voyage d'affaires. Quand Bastien a franchi la porte à 19h30 ce soir-là, valise à la main et sourire aux lèvres, j'étais prête. Ça sent incroyablement bon, dit Bastien, posant sa valise et s'approchant pour m'embrasser sur la joue. Tu m'as manqué. L'audace de cette déclaration faillit me faire rire. Il venait de passer 4 jours chez une autre femme, dans le lit d'une autre femme, à discuter de leur avenir ensemble. Et le voilà qui me mentait nonchalamment en face comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Comment c'était Paris, demandai-je, ma voix impressionnante de stabilité. Froid, épuisant. Les réunions se sont bien passées, cependant. Henderson est prêt à signer la semaine prochaine. Il se servit un verre de vin et s'appuya contre le comptoir de la cuisine, complètement à l'aise. Et toi? Il s'est passé quelque chose d'excitant pendant mon absence? Je pensais à Julien. Je pensais au café, au restaurant, aux heures de conversation. Je pensais au 2e téléphone caché dans le tiroir de ma table de nuit, maintenant complètement chargé et prêt à servir de preuve. En fait, oui, dis-je. J'ai croisé quelqu'un avec qui tu travailles, Julien. Il était au café près du pressing.
Le changement dans l'expression de Bastien fut subtil mais indéniable. Une lueur de quelque chose, de la peur peut-être, ou du calcul, traversa son visage avant qu'il ne le lisse en une neutralité de façade. Julien? Le nouveau gars des acquisitions commerciales? C'est lui. Je pris mon propre verre de vin, l'observant par-dessus le bord. Il semblait surpris de me voir. Il a dit qu'il pensait que tu étais en ville cette semaine. La mâchoire de Bastien se crispa. Il a dû être confus. Il y a toujours plusieurs projets en cours. Peut-être, convins-je. Nous avons fini par prendre un café ensemble. Il est tout à fait charmant, en fait. Nous avions beaucoup de choses à nous dire. De quoi avez-vous parlé? Oh, de tout et de rien. Du travail principalement. De ton travail spécifiquement. Je posai mon verre de vin et le regardai directement. Il m'a parlé de Patricia, Bastien. La couleur quitta le visage de Bastien. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur et l'aboiement lointain du chien d'un voisin. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, dit finalement Bastien. Mais il m'a tout dit, l'interrompis-je. Tout. La liaison, les voyages qui n'étaient jamais des voyages, la retraite d'entreprise où tu as partagé une chambre avec elle, et la grossesse. Je regardais son visage se décomposer à chaque mot. Il m'a parlé de la grossesse, Bastien. Bastien posa son verre de vin d'une main tremblante. Zoé, laisse-moi expliquer. Il n'y a rien à expliquer. J'ai trouvé le téléphone, Bastien, l'autre téléphone que tu gardais caché dans ta veste. J'ai lu les messages. J'ai vu les photos. Je suis au courant pour l'affaire Henderson et ton plan de demander le divorce une fois l'argent arrivé. Ma voix était calme, presque clinique. J'avais passé 2 jours à me préparer pour ce moment, et je n'allais pas le laisser dégénérer en crise d'hystérie. Le calme de Bastien se brisa finalement. Comment oses-tu fouiller dans mes affaires? Grogna-t-il. C'est une violation de ma vie privée. Je ris, d'un rire sincère. Ta vie privée? Tu couches avec une autre femme depuis au moins 1 an, tu me mens chaque jour, et tu t'inquiètes pour ta vie privée? Tu ne comprends pas la situation. Je la comprends parfaitement. Tu m'as épousé parce que c'était pratique. J'étais solidaire, peu exigeante et prête à faire passer tes besoins avant les miens. Et quand quelqu'un de plus excitant est arrivé, tu m'as gardé parce que j'étais utile. Quelqu'un pour entretenir ton foyer, organiser ta vie, te faire bien voir lors des événements d'entreprise. Je secouai la tête. Mais tu prévoyais toujours de partir une fois que tu n'aurais plus besoin de moi. L'expression de Bastien passa de la défensive au calcul. Écoute, on peut arranger ça. Les couples traversent des passes difficiles tout le temps. On pourrait essayer une thérapie. Patricia est enceinte, dis-je platement. Tu vas avoir un bébé avec une autre femme. Il n'y a pas de thérapie pour ça. Avant que Bastien ne puisse répondre, on frappa à la porte d'entrée. Nous nous figeâmes tous les deux. On frappa à nouveau, avec plus d'insistance cette fois. Tu attends quelqu'un, demanda Bastien. Je secouai la tête et marchai vers la porte. Quand je l'ouvris, Julien se tenait sur le porche, l'expression grave. Je suis désolé de débarquer à l'improviste, dit-il. Mais Patricia est en route pour ici. Elle a découvert que tu savais et elle vient te confronter. Je voulais te prévenir. Derrière moi, j'entendis Bastien jurer dans sa barbe. Julien regarda par-dessus mon épaule à l'intérieur de la maison et sa mâchoire se serra quand il vit Bastien debout là. Toi, dit Bastien, me bousculant pour faire face à Julien. Tu n'avais aucun droit de lui dire quoi que ce soit. Ce ne sont pas tes affaires. Julien ne recula pas, elle m'a posé une question directe et je lui ai donné une réponse directe. Une chose dont tu as apparemment été incapable depuis des années. Bastien s'approcha, les poings serrés. Reste en dehors de mon mariage. Quel mariage, répliqua Julien. Celui où tu mens à ta femme tous les jours? Celui où tu prévois de l'abandonner à la seconde où tu auras ta prime? Ce mariage-là? Une voiture entra dans l'allée et nous nous tournâmes tous les 3 pour regarder. Patricia en sortit, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, le visage transformé en un masque de colère vertueuse. Elle marcha dans l'allée comme si elle était propriétaire des lieux. Bastien, dit-elle, nous ignorons Julien et moi. Il faut qu'on parle. Maintenant.
Ce qui se passa ensuite était quelque chose que je n'aurais pas pu scénariser même si j'avais essayé. Patricia fit irruption dans ma maison, et commença immédiatement à réprimander Bastien pour ne pas avoir répondu à ses appels. Julien s'écarta pour la laisser passer, se positionnant près de moi comme s'il était prêt à intervenir si nécessaire. « Tu m'avais promis », siffla Patricia à l'adresse de Bastien. « Tu avais promis qu'après l'affaire Henderson, tu la quitterais. Tu avais promis que nous serions ensemble. » « Patricia, pas maintenant », commença Bastien. « Si, maintenant. Je suis enceinte de ton enfant et tu joues encore à la dinette avec elle. » Patricia se tourna enfin pour me regarder, les yeux plissés de mépris. « Tu peux arrêter de faire semblant de ne pas savoir. Tout le monde au bureau le sait. Tu as dû le deviner maintenant. » « En fait, dis-je, ma voix remarquablement stable. Je viens de l'apprendre il y a 4 jours, grâce à Julien ici présent. Donc, alors que tout le monde au bureau supposait que j'étais soit stupide soit complice, j'étais en fait juste une épouse qui faisait confiance à son mari. » Quelque chose vacilla dans l'expression de Patricia. De la surprise, peut-être, ou un soupçon de honte. Mais cela fut rapidement remplacé par de la défiance. « Eh bien, maintenant tu sais. Alors, tu peux t'écarter et laisser Bastien être avec la femme qu'il aime vraiment. » Je la fixai un long moment. Cette femme qui avait dîné à ma table, complimenté ma cuisine, m'avait souri comme si nous étions des connaissances amicales. Cette femme qui couchait avec mon mari depuis plus d'1 an alors que je restais dans une heureuse ignorance. « Tu peux le garder, dis-je. Je ne veux plus de lui. » Patricia cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Bastien semblait également stupéfait. « J'ai déjà parlé à un avocat spécialisé dans les divorces, poursuivis-je. J'ai transféré la moitié de nos économies communes sur un compte séparé, ce que je suis légalement en droit de faire. J'ai tout documenté, le 2e téléphone, les messages, les reçus, tout. Mon avocat a des copies de tout. » Je regardais Bastien. « Tu voulais sortir de ce mariage. Félicitations. Tu es dehors. » Le visage de Bastien se tordit de colère. « Tu ne peux pas juste. Tu ne peux pas prendre mon argent et me jeter hors de ma propre maison. C'est notre argent, Bastien. La moitié m'appartient légalement. Et cette maison est à nos 2 noms, ce qui signifie que j'ai autant le droit d'être ici que toi. Mais ne t'inquiète pas, mon avocat m'assure que vu les circonstances, le tribunal me favorisera probablement dans le partage des biens. » Je souris, bien qu'il n'y ait aucune chaleur là-dedans. L'adultère a tendance à jouer en faveur du conjoint lésé en France. Julien vint se placer à côté de moi, sans me toucher, mais assez près pour que sa présence soit indéniable. « Peut-être que vous devriez partir tous les deux, » dit-il à Bastien et Patricia. Je pense que Zoé a été claire sur sa position. Bastien se retourna vers lui. « Pour qui diable te prends-tu ? Tu n'as aucun droit d'être dans ma maison à prendre des décisions sur mon mariage. Je suis quelqu'un qui a dit à ta femme la vérité que tu étais trop lâche pour lui dire toi-même, » répliqua calmement Julien. Je suis quelqu'un qui t'a regardé parader dans le bureau pendant des mois, riant de son ignorance, et qui a décidé que quelqu'un méritait de savoir avec quel genre d'homme elle était mariée. Bastien fit un pas vers Julien, les poings levés. Tu vas regretter. Bastien, arrête. Patricia lui saisit le bras. Ça n'aide pas partons, c'est tout. Allez où, claqua Bastien. C'est ma maison. Allez chez Patricia, suggérai-je doucement. Tu y loges depuis des jours de toute façon. Je suis sûr que tu y seras à l'aise. Le regard sur le visage de Bastien était quelque chose dont je me souviendrai pendant des années. La réalisation qu'il avait perdu le contrôle du récit, que sa double vie soigneusement construite s'était effondrée autour de lui, que l'épouse qu'il avait rejetée comme ennuyeuse et prévisible l'avait déjoué. « Ce n'est pas fini, » dit-il, saisissant sa valise là où il l'avait laissée tomber plus tôt. « Tu entendras parler de mon avocat. »« J'ai hâte, » répondis-je. Patricia suivit Bastien dehors, me lançant un dernier regard venimeux avant de claquer la porte derrière elle. Par la fenêtre, je l'ai regardé monter dans sa voiture et s'éloigner. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je me tenais dans mon salon, entouré des débris d'un mariage qui venait d'imploser, et je ressentis quelque chose que je n'avais pas prévu. La libération. « Ça va ?» demanda doucement Julien. Je me tournai pour le regarder. Cet homme qui avait bouleversé ma vie avec une seule phrase dans un café.
Cet homme qui était resté assis avec moi pendant le dîner alors que je digérais la pire nouvelle de ma vie. Cet homme qui s'était présenté à ma porte pour me prévenir. Qui s'était tenu à mes côtés pendant que mon mariage s'effondrait. Je crois que oui, dis-je. Je crois que je vais m'en sortir. Il hocha la tête, sans insister davantage. Je devrais probablement y aller, à moins que tu ne veuilles de la compagnie. Je considérais la question. La maison semblait vide maintenant, mais pas d'une manière triste. Elle ressemblait à une possibilité, comme la première page d'un livre qui n'avait pas encore été écrit. Reste, dis-je, juste un petit moment. Je ne pense pas vouloir être seul maintenant. Julien sourit. Pas le sourire prudent et compatissant du café, mais quelque chose de plus chaud, de plus authentique. Je resterai aussi longtemps que tu auras besoin. Nous nous assîmes sur le canapé ensemble, sans nous toucher, existant juste dans le même espace. Le vin que j'avais ouvert pour Bastien trônait intouché sur le comptoir. Le dîner que j'avais préparé refroidissait sur la cuisinière. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances orange et rose. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demandai-je, fixant la lumière déclinante à travers la fenêtre. Tout ce que tu veux, dit Julien. Pour la première fois depuis longtemps, cela ne dépend que de toi. Il avait raison. Pendant des années, ma vie avait été façonnée par les besoins de Bastien, la carrière de Bastien, les décisions de Bastien. Je m'étais moulé en l'épouse qu'il voulait, sans jamais m'arrêter pour demander si cette épouse était celle que je voulais être. Maintenant, pour la première fois en 5 ans, je pouvais choisir. Je pouvais choisir qui je voulais être, où je voulais aller, quel genre de vie je voulais construire. La pensée était terrifiante et exaltante à parts égales. Merci, dis-je à Julien, pour tout, pour m'avoir dit la vérité, pour être ici ce soir, pour ne pas m'avoir laissé affronter ça seul. Tu n'es pas seul, dit-il simplement. Et tu n'as pas à me remercier d'être une personne décente. Ça devrait être la base, pas l'exception. Je le regardais alors. Je le regardais vraiment, la gentillesse dans ses yeux, la façon dont il s'était mis dans une position inconfortable simplement parce qu'il croyait que je méritais la vérité. La façon dont il était assis à côté de moi maintenant, ne demandant rien, n'attendant rien, offrant simplement sa présence. Julien, dis-je, voudrais-tu dîner avec moi? J'ai fait assez pour 2, et ce serait dommage de gaspiller. Il sourit. J'aimerais beaucoup. Nous sommes allés à la cuisine ensemble, réchauffant la nourriture qui était destinée à être un mensonge et la transformant en quelque chose d'honnête. En nous asseyant pour manger, je réalisais que ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose dont je n'avais pas su que j'avais besoin jusqu'à ce que cela arrive. La procédure de divorce avança plus vite que je ne l'espérais. Victoire, mon avocate, était une force de la nature, vive, stratégique et absolument pas impressionnée par les tentatives de Bastien de minimiser sa trahison. Les preuves que j'avais rassemblées s'avérèrent inestimables. Le deuxième téléphone, les messages, les reçus, tout cela peignait un tableau clair d'un homme qui avait systématiquement trompé sa femme pendant des années tout en construisant une vie secrète avec une autre femme. Bastien engagea son propre avocat, un homme mielleux nommé Théodore, qui essaya d'argumenter que l'inconduite conjugale ne devait pas affecter le partage des biens. Victoire démolit cet argument avec une précision chirurgicale, présentant la chronologie documentée de la liaison de Bastien, ses tromperies financières et ses plans explicites de ne me quitter qu'après avoir sécurisé sa prime. Elle souligna les messages où Bastien m'avait traité d'ennuyeuse et de domestique. Où il avait ri de mon ignorance, où il avait planifié sa stratégie de sortie avec un froid calcul. L'affaire Henderson fut conclue 2 semaines après le départ de Bastien. Sa commission fut substantielle, mais Victoire s'assura que je reçoive ma juste part. Bastien protesta, affirmant que je n'avais pas contribué à son succès professionnel. Le juge lui rappela que j'avais soutenu sa carrière pendant 5 ans, entretenant le foyer, assistant aux réceptions et sacrifiant mes propres opportunités professionnelles pour qu'il puisse se concentrer sur son ascension dans l'échelle sociale de l'entreprise. Les contributions de votre femme à ce mariage ont été considérables, déclara le juge lors d'une de nos audiences. Le fait que vous ayez choisi de rembourser son dévouement par l'infidélité ne diminue pas sa prétention aux biens matrimoniaux. Au contraire, la preuve de votre tromperie délibérée renforce sa position. J'ai gardé la maison. Cela semblait étrange au début, de vivre seul dans un espace qui avait été conçu pour 2 personnes qui n'existaient plus, du moins pas en tant que couple. Mais petit à petit, j'ai commencé à me la réapproprier.
J'ai repeint la chambre dans des tons de bleu et de gris, des couleurs que Bastien avait toujours rejetées parce qu'il préférait le beige. J'ai converti son bureau en atelier pour mon travail de design, le remplissant de lumière naturelle et de tableaux d'inspiration. J'ai adopté un chat, un matou ébouriffé nommé Caramel, qui vivait au refuge depuis 3 ans parce que personne ne voulait d'un vieux chat avec une queue tordue et une tendance à faire tomber les objets des tables. Julien et moi avons continué à nous voir, bien que nous ayons pris soin d'aller doucement. Il comprenait que j'avais besoin de temps pour digérer la fin de mon mariage avant de me lancer dans quelque chose de nouveau. Nous prenions le café ensemble la plupart des matins, parfois au même endroit où il m'avait dit la vérité pour la première fois. Nous dînions ensemble plusieurs fois par semaine, explorant des restaurants autour de Lyon que je n'avais jamais essayés, car Bastien avait toujours préféré les mêmes quelques endroits et se plaignait quand je suggérais autre chose. C'est sympa, dis-je un soir, assise en face de Julien dans un petit restaurant thaïlandais du quartier de la Croix-Rousse. Les murs étaient décorés de guirlandes lumineuses et d'affiches de voyage vintage, et l'air sentait la citronnelle et le gingembre. La nourriture ne ressemblait à rien de ce que Bastien aurait commandé, complexe, savoureuse et aventureuse. La nourriture ou la compagnie, demanda Julien avec un sourire qui m'était devenu de plus en plus familier au fil des semaines. Les deux, admis-je. Tout ça. Pouvoir essayer de nouvelles choses, ne pas avoir à justifier mes choix, ne pas marcher sur des œufs en me demandant si je vais dire quelque chose de travers ou suggérer quelque chose qu'il rejetterait. L'expression de Julien s'adoucit avec compréhension. Tu n'aurais pas dû avoir à marcher sur des œufs pour commencer. Ce n'est pas ce qu'un mariage est censé être. Je le sais maintenant. Je pris une gorgée de mon thé glacé thaïlandais, savourant la douceur. C'est drôle comme il est facile de normaliser le dysfonctionnement quand on vit dedans. J'ai passé des années à essayer d'être l'épouse parfaite que j'ai oublié de remarquer si j'étais réellement heureuse. J'ai oublié de me demander si c'était ce que je voulais ou juste ce dont je m'étais contenté. « Es-tu heureuse maintenant ?» demanda-t-il, ses yeux croisant les miens à travers la table. Je considérais la question sérieusement. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation dans mon salon. Le divorce était presque finalisé. Mon travail prospérait. J'avais pris plusieurs nouveaux clients et je construisais enfin le portfolio dont j'avais toujours rêvé. J'avais renoué avec de vieux amis que j'avais négligés pendant mon mariage. Des amis qui s'étaient discrètement demandé ce qui m'était arrivé mais n'avaient jamais voulu interférer. Je dormais mieux, je mangeais mieux, je riais plus souvent. Je pense que j'y arrive, dis-je honnêtement. Certains jours sont plus durs que d'autres, mais oui, je pense que je suis heureuse. Ou du moins, je commence à me souvenir de ce que l'on ressent quand on est heureux après des années d'oubli. Julien tendit la main à travers la table et prit la mienne. C'était la première fois qu'il me touchait avec une quelconque intention romantique depuis ce premier dîner après le café. Je ne me retirai pas. Sa main était chaude et stable, et quelque chose dans ce contact ressemblait à un retour à la maison. « Je suis content, dit-il simplement. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites quelqu'un qui voit à quel point tu es remarquable et ne te laisse jamais l'oublier. » Le divorce fut finalisé un mardi matin de fin juillet. Je signai les papiers dans le bureau de Victoire, les mains stables, le cœur étonnamment léger. Quand ce fut fini, Victoire me serra la main et me dit que j'avais géré toute la situation avec une grâce remarquable et une intelligence stratégique. La plupart des gens dans votre position se seraient effondrés, dit-elle. Ils auraient laissé leurs émotions prendre le pas sur leur jugement, pris des décisions irréfléchies, donné à leurs conjoints infidèles des munitions à utiliser contre eux. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez rassemblé des preuves, protégé vos intérêts et tenu bon face à chaque tentative qu'il a faite pour manipuler la situation. Cela demande une vraie force. Je pensais à ces mots en quittant le bureau et en sortant sous le soleil d'été. De la force ? Était-ce cela ? Cela ne ressemblait pas à de la force sur le moment. Cela ressemblait à de la survie, comme mettre un pied devant l'autre parce que l'alternative était de s'allonger et de laisser la trahison de Bastien me détruire complètement. Julien me retrouva pour déjeuner afin de célébrer. Bien que célébrer semblât un mot étrange pour la fin d'un mariage, nous sommes allés dans un bar sur un toit-terrasse avec vue sur la ligne d'horizon de la ville, le soleil d'été chaud sur notre peau et une brise légère portant les sons de la ville en contrebas. « Comment te sens-tu » demanda-t-il une fois que nous eûmes commandé des boissons et nous fûmes installés à nos places avec le paysage urbain étendu devant nous. « Libre » dis-je sans hésitation. C'est le mot qui me vient sans cesse à l'esprit. Libre. Comme si j'avais porté un poids dont j'ignorais l'existence et que maintenant il était enfin parti. Bien, dit Julien, son sourire sincère et chaleureux.
C'est exactement comme ça que tu devrais te sentir. Nous avons parlé pendant des heures cet après-midi-là, bien après la fin du déjeuner, et le soleil avait commencé sa descente vers l'horizon, peignant le ciel de nuances orange et or qui se reflétaient sur les bâtiments du centre-ville. Julien me raconta sa propre guérison après la trahison, comment il lui avait fallu des années pour faire confiance à nouveau, comment il s'était jeté dans le travail pour éviter de faire face à la douleur. Je lui parlais de mes peurs, de mes espoirs, de la vie que je commençais à imaginer pour moi-même maintenant que je n'étais plus lié aux attentes et aux limites de quelqu'un d'autre. Je ne t'ai jamais remercié correctement, dis-je alors que le ciel continuait sa transformation vers la soirée. Pour m'avoir dit la vérité ce jour-là au café, pour m'avoir donné l'information dont j'avais besoin pour prendre le contrôle de ma vie au lieu de continuer à vivre un mensonge. Tu n'as pas besoin de me remercier, répondit Julien, sa voix douce mais certaine. J'ai fait ce que n'importe qui avec une conscience aurait fait. Non, dis-je fermement, ayant besoin qu'il comprenne. Tu ne l'as pas fait. Tout le monde à ce bureau savait ce qui se passait entre Bastien et Patricia, et personne ne m'a dit un mot. Ils m'ont regardé lors des événements d'entreprise, m'ont souri, ont fait la conversation, tout en sachant que mon mari me ridiculisait. Tu étais le seul à penser que je méritais de connaître la vérité. Cela compte plus que tu ne le réalises. Julien resta silencieux un moment, regardant l'horizon. J'ai réfléchi, dit-il finalement, se tournant pour me faire face. À ce qui vient ensuite pour nous ? Je veux dire, où cela va à partir de maintenant. Mon cœur battit un peu plus vite à ces mots. À quoi as-tu pensé ? Je sais que nous y sommes allés doucement, et je respecte cela complètement. La dernière chose que je veux, c'est être un pansement ou un mécanisme d'adaptation ou quelqu'un vers qui tu te tournes juste parce que ton mariage est fini. Il croisa mon regard, son regard stable et sincère. Mais je sais aussi ce que je ressens quand je suis avec toi. J'ai l'impression de t'avoir attendu sans le savoir. Comme si te croiser dans ce café était le meilleur accident de toute ma vie. Je pensais aux 4 derniers mois. Les cafés, les dîners, les longues conversations qui s'étiraient dans la nuit. La façon dont Julien m'écoutait vraiment sans essayer d'arranger les choses ou de rejeter mes sentiments ou de ramener tout à lui. La façon dont il me faisait rire, la façon dont il me challengeait intellectuellement. La façon dont il me traitait comme une partenaire égale plutôt que comme un accessoire de sa vie. Je le ressens aussi, admis-je, les mots venant plus facilement que je ne l'espérais. J'ai eu peur de le dire parce que tout s'est passé si vite. Un jour j'étais marié et le lendemain je prenais un café avec le collègue de mon mari. Et maintenant nous voici sur un toit à regarder le coucher du soleil. Nous voici, approuva Julien avec un petit sourire. Et je suis reconnaissant pour chaque instant. Je suis reconnaissant d'avoir été dans ce café. Je suis reconnaissant d'avoir eu le courage de te dire la vérité. Et je suis reconnaissant que tu m'aies donné une chance de te connaître au lieu de partir. Il tendit la main à travers la table et prit la mienne à nouveau. Et cette fois, j'entrelaçai mes doigts aux siens, m'y accrochant. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, demandai-je, regardant nos mains entrelacées. Tout ce qu'on veut, dit-il, serrant doucement ma main. C'est ça la beauté de la chose. Pour la première fois depuis longtemps, nous pouvons tous les deux décider exactement de ce qui vient ensuite. Pour la première fois depuis des années, l'avenir ressemblait à une possibilité plutôt qu'à une obligation. Je regardais Julien à travers la table, cet homme qui avait changé ma vie avec une seule conversation, et je m'autorisais à imaginer à quoi cet avenir pourrait ressembler. Et pour une fois, il semblait radieux. Une année passa, puis une autre. Julien et moi avons construit quelque chose ensemble, lentement, délibérément, avec tout le soin et l'intention qui avaient manqué à mon mariage avec Bastien. Nous avons emménagé ensemble après 18 mois dans un nouvel appartement qui était le nôtre dès le début, non souillé par de vieux souvenirs ou les préférences de quelqu'un d'autre. J'ai vendu la maison que Bastien et moi avions partagée. C'était comme se débarrasser d'une vieille peau, laisser aller le dernier appel physique d'une vie qui ne correspondait plus à ce que j'étais devenu. L'argent est allé dans l'épargne, dans des voyages vers des endroits que j'avais toujours voulu voir, dans un petit chalet au bord du lac d'Annecy que Julien et moi visitions chaque fois que nous avions besoin d'échapper à la ville et de nous reconnecter l'un à l'autre. Ma carrière a prospéré d'une manière que je n'avais jamais imaginée possible lorsque j'étais marié à Bastien. J'avais quitté l'agence de marketing et lancé ma propre société de conseil en design, travaillant avec des clients qui valorisaient la créativité sur la conformité et appréciaient ma vision unique. C'était risqué, mais Julien me soutenait complètement,
tout comme je l'ai soutenu lorsqu'il a décidé de quitter Groupe Travala et de prendre un poste dans une entreprise plus petite où l'éthique était valorisée par rapport au profit et où les gens étaient traités comme des êtres humains plutôt que comme des ressources à exploiter. Nous nous sommes mariés un après-midi de printemps, 2 ans après cette rencontre fatidique au café. C'était une petite cérémonie, juste des amis proches et la famille, tenus dans un jardin avec le parfum des fleurs écloses remplissant l'air et la promesse de nouveaux départs tout autour de nous. Ma mère pleurait des larmes de joie. Chloé a porté un toast qui a fait rire tout le monde puis a fait pleurer tout le monde. Julien me regardait comme si j'étais la seule personne au monde. Et pour une fois dans ma vie, je le croyais. Je t'aime, dit-il alors que nous échangions nos vœux, sa voix stable et sûre. Je t'ai aimé au moment où je t'ai vu dans ce café, l'air perdu et tenant le nettoyage à sec pour un homme qui ne te méritait pas. Et je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne te sentes plus jamais perdu. Je vais passer le reste de ma vie à être digne de la confiance que tu as placée en moi. Je le regardais, cet homme qui m'avait donné la vérité quand tous les autres me donnaient des mensonges. Et je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une certitude absolue. C'était juste. C'était là où j'étais censé être. C'était la vie que j'étais destiné à vivre. Je t'aime aussi, dis-je, ma voix tremblante d'émotion. Merci d'avoir été assez courageux pour me dire ce que personne d'autre ne voulait dire. Merci d'avoir attendu pendant que je découvrais qui je voulais être. Merci de me choisir chaque jour et de me faire sentir que ce choix est le plus facile que tu aies jamais fait. La réception fut joyeuse d'une manière que mon premier mariage n'avait jamais été. Il y avait des rires et de la danse et le genre de chaleur qui vient du fait d'être entouré de gens qui nous souhaitent sincèrement du bien et célèbrent notre bonheur sans agenda caché ni faux sourire. Quand Julien prit ma main pour notre première danse, je me penchai vers lui et me laissai aller à me sentir complètement, totalement, sans réserve heureuse. Aucun regret, chuchota-t-il à mon oreille alors que nous nous balancions ensemble sous les guirlandes lumineuses. Pas un seul, répondis-je avec une conviction absolue. Et je le pensais de chaque fibre de mon être, chaque moment douloureux de mon divorce, chaque larme que j'avais versée dans le noir de ma chambre vide, chaque nuit blanche à me demander comment j'avais pu être si aveugle. Tout cela m'avait mené ici, sur cette piste de danse, vers cet homme, vers ce nouveau départ qui était meilleur que tout ce que je n'aurais pu imaginer. Les conséquences des choix de Bastien l'avaient rattrapé à ce moment-là, comme les conséquences le font toujours pour ceux qui construisent leur vie sur des mensonges. La liaison avec Patricia n'avait pas survécu au stress d'une grossesse non planifiée et à ses retombées financières du divorce. Elle l'a quitté 6 mois après la naissance de leur fille, citant son incapacité à s'engager, son regard baladeur et ses plaintes constantes concernant la pension alimentaire et les responsabilités. Apparemment, il avait déjà commencé à poursuivre une autre femme au travail, incapable d'apprendre de ses erreurs. Sans mon soutien et ma stabilité, sans l'épouse dévouée gérant son foyer et soutenant son ego fragile, la carrière de Bastien stagna complètement. Il fut ignoré pour les promotions, sa réputation ternie de façon permanente par le scandale de sa liaison devenue un commérage de bureau qui le suivait d'un emploi à l'autre. Aux dernières nouvelles, il avait quitté Lyon entièrement et travaillait dans une entreprise plus petite dans une autre ville, payant une pension alimentaire pour une fille qu'il voyait rarement, une pension qui prenait une part substantielle de ses revenus réduits. Patricia, quant à elle, luttait en tant que mère célibataire, ayant sacrifié son propre avancement de carrière pour un homme qui lui avait promis le monde et n'avait livré que déceptions et promesses brisées. La femme qui avait souri en coin à la mention de mon nom, qui avait mangé à ma table et complimenté ma cuisine tout en couchant avec mon mari, faisait maintenant des heures supplémentaires juste pour joindre les deux bouts. Ses rêves d'une vie glamour avec Bastien s'étaient évaporés comme la brume matinale sous un soleil dur. Debout maintenant dans la lueur de ma réception de mariage, regardant Julien rire avec mes amis et ma famille, entouré d'amour et de joie et de la promesse d'un bel avenir, je pensais à la femme que j'avais été 3 ans auparavant. La femme qui s'était tenue dans un café serrant le nettoyage à sec pour un mari qui la trahissait à chaque respiration. Complètement inconsciente que toute sa vie était construite sur une fondation de mensonges. Je souhaitais pouvoir remonter le temps et lui dire que tout irait bien. Plus que bien. Ce serait extraordinaire. Je souhaitais pouvoir lui dire que le pire moment de sa vie était en fait le début de quelque chose de magnifique. Que parfois, les gens qui nous brisent nous libèrent accidentellement. Que la bonne personne ne se contentera pas de vous aimer, elle vous dira la vérité même quand c'est difficile, se tiendra à vos côtés dans les moments les plus difficiles et vous choisira chaque jour sans hésitation ni regret. En regardant mon parcours d'épouse trahie à une femme qui avait repris sa vie en main, reconstruit sa carrière et trouvé un amour véritable fondé sur l'honnêteté et le respect mutuel, je compris quelque chose de profond.
Ma vengeance n'a jamais consisté à faire souffrir Bastien. Ma vengeance était mon propre bonheur, brillant et indéniable, construit sur une fondation de vérité et de courage, et la volonté de recommencer quand tout ce que je croyais savoir s'est avéré être un mensonge soigneusement construit.